Donc on va commencer par se présenter nous-mêmes. Donc le MUG c'est Microsoft User Group. Donc on a créé une association en mars pour justement discuter de toutes les technologies Microsoft, comment on les implémente, etc. pour essayer d'émuler un petit peu les consciences autour des technologies Microsoft à l'intérieur de la région. Donc on s'est réunis déjà, donc là c'est la 3e session qu'on est en train d'animer. Les 2 premières, c'était pas nous qui les animions, on avait eu un monsieur de Microsoft qui était venu nous parler de Xamarin. La 2e, c'était Thomas Bailly qui était venu nous parler un petit peu d'ASP.NET Core. Et donc là aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se mettre un petit peu en lumière, déjà pour parler de ce qu'on aime faire chez nous et de ce qu'on peut faire avec toutes les technologies Microsoft. Donc ça va des outils de développement jusqu'à la mise en production avec Azure. Donc voilà. Vous êtes prêts, messieurs? Le sapin clignote, c'est parfait. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Hello. Alors, tac. Non, on va vous parler d'une petite application microservice. Alors ça va être assez rapide. Ça représente beaucoup de choses, beaucoup de concepts. Donc on va essayer de faire un peu light et puis voilà, vous amener des idées et puis vous montrer surtout, faire beaucoup de démos. Donc en premier lieu, on va commencer par vous faire dresser un petit tableau sur ce que c'est qu'une application microservice. La petite architecture qu'on a déployée, qui est un peu complexe mais qui est sympa. Et puis des démos. Et ensuite, si vous voulez, vous pourrez nous envoyer plein de mails sur notre Twitter, etc. Alors, ce que c'est qu'une appli microservice. En gros, une architecture microservice, c'est une façon de concevoir des applis. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de créer des multiples petites applications qui vont communiquer entre elles par des protocoles assez simples, style les API REST, par exemple. Le but, c'est d'éviter de pouvoir gérer la conduite du changement plus facilement qu'avec des grosses applications, de manière à morceler, on va dire, les développements et ne pas créer de contraintes entre les différentes applications. On apporte une certaine liberté de développement puisqu'on procède par petites touches. En fait, on va pouvoir modifier une petite partie sans que ça touche le reste. Et une certaine compétitivité aussi du fait de pouvoir accélérer quelque part les développements. Et puis ça va avec toute la gestion des équipes, etc. Donc les gros avantages, c'est une réduction du time to market, une manière d'être très réactif, une agilité technologique, on peut modifier une application, changer un langage d'une application sans toucher aux autres. Une extensibilité assez aisée, de pouvoir factoriser et réutiliser des choses qu'on a déjà écrites, des microservices qui ont déjà été écrits dans différentes équipes, même dans différentes sociétés, et puis d'être évolutif et éviter les résiliences. Alors, l'architecture qu'on a mis en place, en toute modestie, il y a des gens qui sont très calés sur ces applications-là. Ça se passe comme ça. Alors ça se décline en plusieurs parties différentes. Quelques-unes. Non, c'est même un peu de temps. Ouais. Ça met du temps à développer. On va avoir une partie qui est tout en bas, qui est vraiment la partie, on va dire, développement pur, et une partie plus, je dirais, de déploiement, qui va être la partie en bleu ciel en haut. Donc toutes les technos qui sont présentes à l'écran ont été utilisés pour développer une petite appli. Et je vais laisser mes collègues après en discuter chacun de leur partie, parce qu'ils ont fait chacun un petit morceau. Donc, on a développé une petite application qu'on a appelée Santainov. C'est l'époque. Qu'on va vous montrer, qui reste 1 minute 53 au compteur de Kevin. Donc, allez-y, les copains. Excusez-moi. Bonjour Jocelyne. C'est pas mal. Bonjour belle maman. Je vais laisser d'abord commencer par la partie back. Allez. On va regarder la partie back. Donc on est parti sur du .NET Core. Je vous propose de regarder la partie invoice puisque c'est celle qui est ouverte. On est parti sur du .NET Core que je vous disais. Donc là vous vous rendez compte qu'on est sur un Visual Studio, donc c'est une version 2017, comme on a l'habitude d'utiliser au final. On est branché sur, comme on utilise déjà ici, c'est les mêmes outils, c'est ce qui est plutôt pas mal. Donc on est branché sur VSTS.
Donc on n'a pas un TFS on-prem comme ce qu'on peut avoir chez Michelin, donc avec un moteur de source Git. Et donc en fait, moi je vais vous parler plus précisément de l'accès à la base. Donc comment ça se passe en fait? Donc je vais vous montrer mon EDMX. Ah non, les EDMX c'est fini en fait. En .NET Core ça n'existe plus. Les EDMX comme vous pouviez les connaître et comme vous les aimiez, vous les retrouverez pas. C'est un peu triste, ouais, c'est le moment. Au revoir les EDMX. Pour rappel, en fait, on avait du model first, on avait du database first et on avait du code first. Et bon, c'est le code first qui a gagné. Donc le code first, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va définir nos entités. Donc là, j'en ai qu'une sur mon microservice. C'est vraiment du petit microservice. Donc c'est l'entité invoice. Donc un petit POCO avec quelques champs. J'ai pas les dernières versions parce que normalement il y a un peu plus de choses, mais bon, on va faire avec, c'est pas très grave. Et avec quelques décorateurs. Donc là, on a un décorateur qui dit que on a une clé mais qui n'est pas générée. Donc on va pouvoir aller définir comment sera créée la table qui sera associée à cette entité. Pourquoi on va pouvoir le définir? C'est parce qu'en fait on n'a plus de SQL pour créer nos objets en base, on n'a plus de Liquibase ou de choses comme ça. En fait Code First va être capable de créer les tables en base de données directement. Pour vous montrer, pour un développement, en fait, si là j'avais voulu, imaginons que j'ai créé mon entité, je veux créer des scripts de migration qui vont créer ma base. Je parle de script, mais c'est pas des scripts, c'est du code en fait qui va le faire. Il faut que j'aille dans la partie. Merci. C'est mieux qu'un micro-cravate en fait. Qu'est-ce qu'on s'embête? Ouais, une cravate, c'est ça. Donc on va aller voir dans la partie console. Alors là, c'est pas mon PC, je sais même pas si ça va marcher. On va tester. Donc, en fait, on a une petite ligne de commande, add migration, qui va nous permettre de générer le code .NET qui va permettre de créer les objets. Donc, on va dire initial, mais en fait 2. Je sais pas trop ce qui va se passer. Peut-être rien. C'est du live. J'aurais pu tester avant, je l'ai pas fait. Donc voilà, ça a marché. Je vais fermer la fenêtre. Non, il y a eu un petit problème, mais c'est pas très grave. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça va aller nous générer du code ici, donc pas du tout. On n'a pas besoin d'aller le modifier, mais c'est ce code en fait qui va nous permettre de créer les objets. Donc après, on a plusieurs stratégies qui sont possibles. Soit on le crée à la demande, donc en appelant la méthode update database, qui va aller regarder la base qui est pour le moment configurée, qui va aller créer ces objets, soit au lancement du service en automatique. Donc bon, c'est un scénario un petit peu plus simple. Pour l'accès à la base, donc là je vous montre un contrôleur rapidement. Sylvain vous expliquera un petit peu à quoi ça sert, un contrôleur avec cette version de SPNet. Ok, très bien. Donc c'est vraiment pas les dernières versions. J'ai pas d'accès, c'est pas grave. Là c'est un peu dur là. Et ouais, j'ai pas eu le temps de faire un update. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, bientôt. Ouais, si je le crée, en fait, ça va le faire, ça. C'est pas forcément conseillé de faire ça à la maison, mais dans l'idée, ça peut quand même marcher, quoi. Avec un peu d'improvisation. Je sais pas trop ce qu'il veut. Bon, c'est pas très grave. Et en fait, on va avoir notre contexte ici qui va nous permettre d'accéder à la base. Donc, contexte, modèle, je sais plus comment. Ouais, bon, pas vraiment. Ouais, c'est pas le snapshot, c'est l'autre. Ah, pardon, c'est que j'ai pris le snapshot, excusez-moi. C'est modèle, il est là. C'est pas facile avec cette résolution. L'impro plus la résolution, c'est un peu compliqué. Donc là, on va partir sur ça. Ça sera plus mieux. Hop. Et donc, on va pouvoir faire, par exemple, invoices.first. Bon, je vais prendre le premier, moi. Ça me suffit. Ouais, voilà. Bon, c'est juste pour vous montrer que là, une fois qu'on a fait ça, nos objets sont créés en base et les données qui sont à l'intérieur sont directement accessibles avec le contexte. Voilà.
On avait prévu une chanson si ça se passait mal, mais du coup on va garder le joker. Donc la partie d'après, on va faire du switch manuel. On vous a pas expliqué le but de l'application. En fait, on s'est mis un défi de créer un petit shop de Noël pour AI. Donc montrer une application et la stack de développement et de déploiement d'une application dans un contexte plutôt professionnel. Donc voilà, et du déploiement en prod directement à partir de Visual Studio, toutes les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Donc on est hosté exclusivement dans Azure. Donc on a créé des serveurs qui vont chacun faire tourner nos microservices directement dans Azure avec tous les scripts qu'on peut imaginer pour aller éteindre les serveurs ou aller en rajouter, faire du ramp-up, du ramp-down en cas de forte affluence sur notre magasin. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de cette fonctionnalité, mais peut-être un jour. Sur la partie front, du coup, on était parti sur de l'HTML Angular, qui est également déployé sur une web app dans Azure. Et tout ça, ça se fait au travers de la brique release management de TFS. Donc le build est fait dans TFS. À partir d'un build, on déploie automatiquement sur nos serveurs Azure et les versions sont directement disponibles. On a même fait un peu de zèle, c'est qu'on a deux versions du front. Donc on a une version qui s'appelle bêta et une version qui est la version de production. Donc on a un staging entre les deux. Donc on déploie d'abord sur la bêta. Si cette version est validée par nos bêta users, bêta testeurs, elle passe directement en prod avec une validation de notre part. Donc voilà, là on va continuer sur la partie back du coup, plutôt sur la partie contrôleur, de ce que j'ai compris. Tu veux que je te tienne le micro? Je tiens le micro aujourd'hui. Je bouge plus. C'est bon. Ça, c'est du travail d'équipe. Tu es bien entouré? J'ai bougé. J'ai tremblé, désolé. Le problème, c'est que j'y vois rien, quoi. Putain. Bon, je suis dans le noir, là. Du coup, en fait, ça va être assez compliqué. En gros, du coup, on avait des microservices. Donc, du coup, on a fait deux microservices, un sur les invoices et un sur les stocks. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment ça marche. Un contrôleur, donc en .NET Core. Un contrôleur, c'est ni plus ni moins qu'un endpoint sur une REST API, en fait. Et donc, du coup, on va pouvoir définir des méthodes, comme vous pouvez voir ici. Donc, une méthode get, une méthode get en détail, post, update et delete. Et donc du coup, c'est ni plus ni moins que du code C# qu'on va déployer via une DLL. Et après, notre application front va taper ce web service via des URL classiques. Donc du coup, on va retrouver la partie de Pierre, donc, qui est la partie contexte avec Entity Framework Core, qui va nous permettre de faire des requêtes en base de données. Et après, donc du coup, pour faire un get, on récupère tous les stocks. Donc Pierre nous a présenté les invoices, mais ça fait exactement pareil. On va récupérer tous les stocks, on va récupérer le stock en détail avec un ID, on va pouvoir ajouter un élément en base de données et le sauvegarder, le mettre à jour et le supprimer comme Entity Framework en fait le fait avec du .NET classique comme on peut l'utiliser à l'heure actuelle. Donc tout ça c'est pour la partie contrôleur, donc en fait c'est ni plus ni moins des méthodes qu'on va exposer et qu'on va utiliser via la partie front pour récupérer les éléments, les supprimer, etc. Donc c'est juste du reste. Après, avec cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé Swagger. Donc Swagger, ça va nous permettre d'exposer un contrat au niveau de notre API et de pouvoir donner ça à nos amis du front qui vont pouvoir générer une application front, on va dire, de base avec un robot. Donc en fait, si on lance l'application, donc moi j'ai, excuse-moi Jérôme, mais donc, du coup là j'ai juste une base PostgreSQL qui est en local, qui tourne sur un Docker. Donc qui vous parlera de Docker après. Et si je lance mon application, tac. J'ai écrit .NET, c'est bon? C'est bon, c'est écrit .NET. Run. Run, c'est bon. Donc du coup là je vais lancer mon microservice. Donc ça va me lancer, s'il veut bien. Et la compilation avant aussi. Ouais, donc du coup on a un microservice qui va être démarré. Putain, c'est pas possible. Sans déconner. Voilà. D'habitude, on prend IE, hein. Ça marche normalement. Ça marche mieux avec IE, pour ça. Arrête de bouger, Kevin. Pardon.
du coup, si je vais sur mon microservice et que je vais sur Swagger, donc en fait, ça va me détailler tous les méthodes disponibles sur mon API stock, donc un get, un post, un delete. L'avantage, c'est qu'on a un petit fichier JSON, donc je peux vous le montrer, mais c'est pas très joli à regarder, hein. Et en fait, ce fichier JSON, il va en gros lister tous les API disponibles. Et en fonction de ça, on a un générateur qui s'appelle Swagger Generator. On va pouvoir donner ce fichier JSON et ça va nous générer le front directement pour des applications en TypeScript, en Java, en HTML, en Angular, etc. Et l'avantage aussi de ça, c'est qu'on a donc du coup des méthodes qui sont directement testables ici. Par exemple, si je clique sur get, donc là, ça va me dire à peu près le modèle de données qui va me ressortir. Et si je fais tryout, en fait, ça va me récupérer en ma base de données locale tous mes éléments qui sont à l'intérieur. Et puis pareil pour tout. Si je fais dégagement ça. Tac. Donc si je fais pareil pour faire un delete, si je delete l'élément, j'en sais rien, moi, en espérant que ça marche. J'espère qu'il y en a un. Ça me fait une réponse body no content. Mais du coup, j'ai une réponse 200, donc du coup, c'est que ça l'a bien supprimé. Donc Swagger, ça permet du coup d'exposer un contrat pour nos amis du front, mais aussi de tester directement les API pour les développeurs du back qui n'ont pas encore de site web disponible. Et comment ça marche? Juste pour vous montrer 2 secondes. Donc c'est juste un package Nugget. Il est déjà 24, d'accord, il faut que je me grouille encore. En gros, c'est juste un package Nugget qu'on va télécharger. Et dans notre startup, c'est chaud. En gros, ici, on va dire que j'utilise Swagger. En gros, c'est juste une méthode d'extension qui va nous permettre d'utiliser Swagger et l'API Builder va automatiquement faire de la réflexion sur tous nos contrôleurs et récupérer toutes les méthodes et les objets associés. Voilà pour la partie back. J'ai une question, moi, Sylvain. Il a l'air cool ton Visual Studio, c'est bizarre. Il a ah ouais, léger, j'en ai pas parlé. Donc, du coup, Pierre, il a voulu utiliser Visual Studio 2017. Moi, j'ai préféré pour VS Code. C'est plus rapide et c'est moins lourd. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que, bon, à part qu'on n'a pas de SLN sur VS Code, on peut intégrer directement 2 microservices qui sont faits sur 2 environnements de développement différents, les pousser dans Azure, et puis ça marche correctement, quoi. Voilà, et c'est gratuit. Et même pour le problème des SLN, en fait, dans Visual Studio Code, il y a une extension qui permet de supporter les SLN, donc d'ajouter les fichiers à des SLN, à des CSproj, etc. Donc on peut même remplacer complètement Visual Studio ou au moins pas perdre les gens qui utilisent Visual Studio à côté, quoi. Moi, j'étais pas perdu, du coup. Non, pour la petite histoire, en fait, on n'avait pas du tout prévu. Pour la petite histoire, en fait, on n'avait pas du tout prévu d'utiliser Visual Studio et Visual Studio Code. Et en fait, quand on a préparé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes outils. Et au final, en fait, on n'a pas eu de problème. Ça marchait parfaitement bien. Et du premier coup, sans aucune modification. Donc c'est plutôt cool. Et on a les bonnes couleurs. Excellent. Bon, je te remercie. Alors moi je vais vous parler un petit peu de l'intégration continue, c'est un petit peu mon dada, je fais ça chez Michelin, je fais ça à l'extérieur, je fais ça un peu partout. Donc là on a choisi de faire de l'intégration continue donc avec notre serveur de code source qui s'appelle VSTS ou VSO, Visual Studio Online. C'est tout simplement un TFS qui n'est pas on-premise, qui est hosté sur le cloud de Microsoft, sur Azure, sur lequel on a tous les codes sources et sur lesquels aussi on a des machines de build qui vont nous permettre de prendre le code source qui a été compilé, qui a été archivé sur le serveur, de le récupérer, de le compiler, de générer les packages qui vont bien et d'aller le pousser sur des environnements. Ça peut être des environnements on-premise, mais ça peut être aussi des environnements cloud. Typiquement, c'est ce qu'on a fait nous. Pardon. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, en fait, un petit peu comme dans TFS on-premise, on va définir un certain nombre de builds. Les builds, c'est les définitions qui vont spécifier comment un projet va être compilé pour être prêt à être déployé ensuite. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. C'est plutôt graphique. C'est même plutôt pas mal du tout, je trouve, par rapport à certains autres outils. Et donc voilà. Donc pas de script à faire à la main. Tout se passe en glisser-déposer avec des tâches qui sont éditées, qui sont disponibles directement dans Visual Studio Online, sur lesquelles on a juste à faire des adds. Je vais ajouter une tâche, par exemple, et on a une bibliothèque. On peut aller chercher aussi une bibliothèque depuis des sources qui viennent d'ailleurs. Si des gens ont fait des tâches qui nous intéressent, les réutiliser sans trop de problèmes. Par exemple ici, donc on était sur le front. Sur le front, on vous l'a dit, c'était de l'Angular. Angular, on n'a pas de .NET, donc c'est dommage, parce que c'est que du web. Par contre, on le compile quand même.
Pour le compiler, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise en fait Node Package Manager qui va nous permettre en fait de faire un build avec un Webpack et de spécifier par exemple qu'on veut faire un build pour de la production. On va peut-être pas vous expliquer Webpack tout de suite, mais voilà, donc ça prépare en fait une application web complètement pour pouvoir être hosté directement sur un serveur sans même avoir de backend derrière. Donc voilà, donc là exemple typique, je suis capable de builder de l'Angular sans rien du tout. C'est un peu rigolo. Et j'ai fait exactement la même chose pour la partie back. Donc, par exemple, les invoices. Et là, pour les invoices, donc on est sur du .NET Core. Mais j'ai été un peu plus loin que le .NET Core. On s'est dit, c'est bien d'avoir du .NET Core, mais par contre, pour le déployer, pour que ce soit du microservices, ce serait plus intéressant d'avoir un vrai système qui nous permette de le lancer plutôt facilement, sous forme de mode sandbox, histoire de déployer des machines et de faire du provisionnement en automatique. Donc, ce qu'on a choisi, vous l'avez vu, c'est du Docker. Docker, c'est pas Microsoft, hein, on est d'accord. Mais pour autant, c'est vachement bien intégré. Hein. Donc là, je vous montre tout simplement, on a un registry qui nous permet en fait d'hoster les images, les containers qui vont être disponibles sur notre environnement. C'est hosté directement chez Azure, sur lequel on a des tâches. Enfin, avec VSO, on a des tâches qui nous permettent de builder les images, de les pousser dans notre registry, et on termine la tâche. Donc ça se passe pratiquement comme une application .NET. La seule spécificité, voilà, c'est qu'on a rajouté du Docker. Et après, tout se passe au niveau du moment de la release. Donc la release, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le moment où on va aller pousser l'application qui a été buildée, qui a été testée sur un environnement, et on va aller le pousser directement sur une production. Ça peut être sur une production, sur une simulation, peu importe. Pour le front, je vais déjà vous le montrer pour le front, on a choisi d'avoir deux environnements, comme disait Jérôme tout à l'heure. On a deux environnements qui sont hostés sur le même Azure. En fait, c'est juste ce qu'on appelle des slots sur des web apps, qui nous permettent de dire, voilà, ça c'est mon environnement de bêta, ça c'est mon environnement de staging, ça c'est mon environnement de prod. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, avec les web apps, on peut avoir un environnement de staging qui est comme la prod, avec une copie de la prod, avec la même base de données. Et à un moment donné, on peut faire du hot switch, directement passer de la bêta à la prod sans repasser par une phase de build. C'est pas ce qu'on a choisi. On a choisi directement la bêta, la production, avec un système aussi qui nous permet de faire de l'approbation en fait, de déploiement sur des environnements de production. Et comment ça se passe? Ça se passe pratiquement pareil que, je vous montre, que les tâches de build. En fait, c'est tout simplement des tâches qu'on va rajouter une par une. Où on va dire, voilà, donc là, en l'occurrence, c'est mon application web, où je vais juste lui dire, tu me prends les sources, et les sources, tu vas les publier dans ma web app. La web app, en fait, elle est connectée directement à Azure. Bon, la résolution n'est pas géniale. Donc voilà, en fait, on a tout qui est guidé, c'est que du clic-clic, c'est vraiment plutôt simple. Et derrière, niveau déploiement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc je vous montre un petit peu le nombre de ressources que ça a généré chez Azure. Donc on a 4 serveurs. On est plutôt riche chez Azure, nous. On a 4 serveurs, une web app. Donc je vous disais tout à l'heure, on a de la production, on a la bêta, qui est juste l'application web de bêta, et sur laquelle on a vraiment des URL différentes. Et chacun de nos serveurs, donc qu'on voit là, c'est les serveurs physiques qui vont nous permettre d'héberger du Docker. Il y avait deux manières de faire. Soit on utilisait les Azure Docker Services, donc c'est Azure qui gère tout le provisionnement des machines et des containers Docker et qui va multiplier le nombre de machines. Soit moi j'ai préféré utiliser Rancher. Donc j'ai créé moi-même les 4 machines, une par une, et je les ai dockerisées. En fait, j'ai rajouté le Docker Engine, j'ai rajouté des containers, dont Rancher, et je les ai ajoutés sur un environnement qui est environnement type Kubernetes. Kubernetes, on en entend pas mal parler parce que c'est vraiment un orchestrateur qui va nous permettre de choisir, par exemple, combien d'instances de chaque container Docker je veux voir tourner. S'il y a un problème, par exemple, sur une instance ou sur une machine physique, capable de switcher automatiquement les instances qui tournaient vers une autre machine, capable de faire aussi du provisionnement chez Azure de la machine qui va bien, pour augmenter en fait la scalabilité de l'application de façon complètement horizontale. Et Kubernetes, encore une belle interface graphique. Donc là, où, par exemple, je vois mes slots de déploiement. Mes slots de déploiement où on retrouve l'ADB. L'ADB, s'il y a du PostgreSQL. C'est aussi un container Docker. On retrouve les bacs, les deux bacs. Donc il y en a un qui est tombé. Donc bon, c'est dommage. Mais ça n'empêchera pas de fonctionner. Ça n'empêchera pas de faire la démo. Voilà, donc tout ça, ça se gère complètement là-dessus. C'est plutôt simple, on est capable d'éditer. Voilà, le scaling, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Voilà, le scaling, si par exemple je veux augmenter le nombre de nœuds, je peux le monter à 6 si j'ai envie. Donc là, je risque de faire tomber mes serveurs, mais sinon, on est capable de le faire. Voilà. Et la partie... Je ne vais pas vous la montrer, on a les slides. On va essayer d'aller plus vite pour la partie web app, pour le scaling aussi. Je te laisse faire. Vas-y. T'as Internet ?
souris. Alors moi je suis développeur front, voilà. Donc je joue au développeur front, hein, c'est pas du tout mon métier, c'est ce que vous allez voir. Comme ce qu'a expliqué Kevin, en fait, le but c'était pas forcément de développer une stack web et un site web joli, c'était d'illustrer la stack de déploiement, enfin si c'est aussi un peu le but, hein, c'était d'illustrer la stack de déploiement notamment dans Azure et du coup les interactions entre les différentes équipes. Donc moi je me suis occupé du front. Théoriquement on devait avoir un compte à rebours, hein, sur la première page qui comptait le temps jusqu'au début de la session. Bon, on est un petit peu à la bourre. Ce qu'on a fait, donc moi j'utilise Visual Studio Code. Pour ceux qui font un peu d'Angular, Visual Studio c'est pas forcément adapté, donc il y a une mise à jour de Visual Studio, mais elle est pas géniale, notamment sur le téléchargement et la compilation des packages. Donc c'est très compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est une application Angular avec la dernière version en bêta, puisqu'on parle d'une application de production, en utilisant le Angular CLI. Donc pour ceux qui sont un peu familiers des technologies web, c'est un accélérateur pour créer des applications Angular. Dans cette application, j'ai essentiellement deux composants. Donc j'ai une application Lab Component, donc c'est le composant principal de l'application, et un module qui s'appelle Shop. Donc c'est un shop module dans lequel il y a juste un composant qui va contenir une liste de produits. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Ce sera beaucoup moins problématique pour moi. On a changé un petit peu la résolution et les couleurs, désolé. Du coup, l'application en local, elle tourne. Donc j'ai fait mon développement en local. On a utilisé Git, hein, on n'est pas en mode TFS. Donc on utilise Git dans TFS Online. On a déployé donc sur une URL, hein, Santainov azurewebsite.net. Donc c'est la version que je viens de vous montrer. Ça c'est déployé de manière automatique. Donc à chaque push, à chaque Git push, il y a le processus de transpilation et pas de compilation JavaScript qui se met en marche. Une fois qu'il a terminé, il va automatiquement publier sur la version bêta, donc sur la coquille bêta, sur le slot bêta de la web app, donc qui est ici. Une fois qu'on a testé que tout nous va, on l'approuve et on va le publier automatiquement sur la version de production. Alors, le shop, je vais vous le montrer quand même, hein, parce qu'on a investi pas mal de temps dessus. Donc le shop, c'est les objets de Noël, c'est pour se faire plaisir. Donc il y a 4-5 objets. Voilà, donc la stack de développement, comme je vous disais, donc c'est de l'Angular avec VS Code. Je vous parlais à l'instant là du processus de déploiement automatique, donc je vais essayer de vous le montrer. Alors voilà, c'est VS Code, il n'est pas très stable. Git status, hop, git commit. J'ai fait 2-3 modifs juste avant la session. Hein. Alors je tape pas du tout dedans, hein, on est d'accord. Tu veux pas me tenir le micro? Si tu veux. Merci. Avec un super commentaire. Hop. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de pousser le source dans le repo. J'espère que j'ai la bonne connexion Internet. Normalement, oui. Donc il a poussé automatiquement tout le source dans le repository. Là, j'ai directement sur la plateforme Azure. Portal. Je vais y arriver. Alors, il doit être par là. Tac. Donc au niveau des builds, il y a une nouvelle version normalement qui est arrivée. Hein. Alors j'espère pas vous raconter de bêtises. Hein. Ouais, c'est ma photo, donc apparemment c'est moi qui l'ai publié. Donc j'ai queue un new build, hein, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir pris la dernière version. Voilà. Très bien, c'est l'effet test. Donc on s'imagine que le queue a été fait automatiquement au push. Hein.
ce qui était le cas. Donc je ne vais pas vous montrer toute la stack, hein, parce que c'est assez long. Le build NPM, en gros, il va répertorier les sources, tout transpiler, créer les bons packages, etc. Donc il y en a un peu pour longtemps. Là, ce build-là, le 45, je l'ai fait il y a 2 heures à peu près, au moment de la préparation de toute l'interface graphique. Du coup, le build s'est déroulé, donc on a toutes les étapes de build. Donc pour ceux qui sont habitués à utiliser TFS on-prem, vous retrouvez à peu près les mêmes interfaces au niveau de l'interface de build. Donc au niveau de la release, une fois qu'on a un build qui est à peu près correct, on peut le release. Donc automatiquement, il va se release sur le slot de bêta. Donc je peux le re-release. Retain, hop. Non, je peux pas le re-release. Ouais. Il faut que je refasse un... Tac. Yes. Great. Donc là, je resimule la création d'une release sur la 47, donc c'est la release 7. Donc de manière automatique, il me la queue pour le déploiement. Donc il l'a mis dans la file d'attente pour être déployé automatiquement. Une fois qu'il l'aura déployé sur la plateforme de bêta, je vais avoir le deuxième bouton qui va me proposer automatiquement de le stager sur la plateforme de production. Donc bon, on va pas aller plus loin parce que le build est assez long, mais du coup ce qu'on a voulu montrer au travers de toute cette présentation, c'est vraiment la stack de développement complet d'une application. Donc l'application est scalée, hein, pour l'instant c'est du mock, les API sont pas branchés au front, etc. Donc on a encore quelques petits problèmes, mais du coup la stack complète de déploiement et de hosting, notamment de la partie API dans des containers Docker, est fonctionnelle. Donc c'est assez simple. Enfin, je minore pas le travail de mes collègues, hein, mais dans l'univers de Microsoft et notamment dans VSO, c'est assez simple à faire, c'est assez industrialisable, tout peut être scripté, donc ça c'est assez intéressant pour d'un projet à l'autre de générer des scripts qui vont bien, de recréer toutes les fermes à partir de scripts. Il y a des fonctionnalités qui sont offertes par Azure, notamment au niveau du shutdown automatique des serveurs. Donc on pourrait imaginer que notre magasin est disponible uniquement de 9h à 18h, donc à 18h toutes les machines s'éteignent. On gagne un peu de crédit Azure, hein, parce que Azure c'est pas gratuit, loin de là, et on les redémarre le lendemain à 9h. Donc il y a des optimisations aussi financières qui peuvent être faites au travers d'Azure. Au niveau du développement, donc si on parle un peu de Swagger, Swagger ça m'a permis moi de moquer assez rapidement tout le front. Donc de ne pas avoir d'interaction entre les équipes back et les équipes front. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment en parallèle, on a juste contractualisé des interfaces. Ça c'est de la théorie, hein, ça s'est pas vraiment passé comme ça. On a contractualisé juste des interfaces et après on était autonome sur les stacks de développement. Donc ça nous permet aussi de mutualiser et de paralyser toutes les équipes de développement, ce qui peut être assez intéressant dans un contexte assez professionnel. Pour terminer, on va peut-être repasser rapidement sur le PowerPoint pour la conclusion. Normalement oui. Donc voilà, c'est à peu près le diagramme, ça illustre à peu près ce qu'on vous a montré. Donc on va avoir un petit moment si vous avez des questions, des fois si on peut y répondre, on va prendre un tout petit peu de temps. Juste quelques informations. Ouais, pardon. Une grande chose qui est intéressante en fait dans le monde Microsoft, comparé à ce qu'on faisait avant. Avant, on était dans le monde Microsoft, on était un petit peu enfermé. Il fallait forcément le faire tourner sur du Windows. Il fallait avoir toute une stack qui était vraiment très très précise, qui était parfois coûteuse en licence. Là, c'est intéressant de voir qu'on a utilisé pratiquement que des outils qui sont gratuits, même Visual Studio. D'ailleurs, on l'a utilisé en mode community. Docker, c'est complètement open. Azure, bon, c'est payant, mais toute la plateforme de hosting, forcément, c'est payant. Mais voilà, la plupart des outils, c'est des outils que n'importe qui peut utiliser dans d'autres projets, notamment à des GSI. Enfin, c'est des outils qu'ils utilisent. Hein. Clairement, VS Code, par exemple, en réalité, c'est un fork d'Atom. Et Atom, c'est quelque chose qui est utilisé dans notre projet. Swagger, c'est utilisé pas mal dans les contrats, justement, pour du Java. Docker, c'est utilisé. PostgreSQL, c'est utilisé aussi. Mais voilà, on n'est vraiment plus dans le monde uniquement enfermé chez Microsoft, là. Hein. Du coup, bon, déjà merci à tous d'être venus nous écouter. Voilà, on a bricolé un petit peu, hein, on a bricolé pas mal de choses pour arriver à montrer quelque chose déjà, mais on est assez content finalement. Là, il y a tous les moyens de nous contacter. Donc, on a un Slack, une partie publique sur laquelle on peut dialoguer. Donc, vous pouvez, on mettra à disposition ce PowerPoint. Hein. Il y a le Meetup sur lequel vous pourrez vous inscrire pour les prochaines sessions. Notamment, une de nos prochaines sessions sera autour de VSO, de TFS, donc de tout ce qui est build, release dans TFS.
On va même parler un petit peu de l'organisation du travail à travers, TFS Online, donc la création des sprints, la création de user stories, de tests automatisés, etc. C'est quelqu'un d'ailleurs de chez nous qui va le faire. Il est avec Almeris, en partenariat avec Almeris. Donc cette session, elle se passera entre le 15 février et le 15 mars, c'est encore à définir, mais vous aurez les contacts. On a un site qui vit pas énormément encore, mais sur lequel on va mettre à disposition donc les ressources, les PowerPoint. Vous pouvez nous contacter par mail, sur notre Twitter. Tout le source sera accessible. Les scripts VSO seront accessibles si vous voulez les réutiliser, notamment sur la partie Kubernetes et sur la partie dockerisation des applications. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on peut prendre peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, quelques minutes du coup pour des questions. Merci.